Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection. Alors, où en est-on avec la recherche au Sénégal, en Afrique et dans le monde? Oui, la recherche autour de ce colloque international africain Research Matters, comprenez, la recherche africaine doit compter, qui réunira plus de 300 chercheurs et décideurs africains à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et c'est pour repenser la place de la recherche dans l'université sénégalaise. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Ousmane Thiaré. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, professeur, pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur titulaire d'informatique, membre de l'Académie des sciences du Sénégal. C'est pour échanger autour des défis et enjeux de la science. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci Baye Omar, je vous remercie pour cette invitation. Je vous félicite aussi pour la qualité de cette émission qui est suivie par de nombreux Sénégalais. Je salue aussi l'ensemble des auditeurs de Sud FM qui nous écoutent. Alors professeur, parlons de la recherche. On peut dire, pour résumer les choses, que l'université a maintenant 3 missions principales. D'abord la formation, ensuite la recherche et le service à la communauté. Oui, professeur, est-ce que vous pouvez, pour éclairer nos auditeurs, revenir sur chacune de ces missions et surtout nous dire les interactions? Je vous remercie Baye Omar pour cette question. Effectivement, l'université aujourd'hui a 3 missions fondamentales que sont la formation, la recherche et le service à la communauté. Ce qu'il faut expliquer, c'est que depuis très longtemps, l'université avait que 2 missions principales qui étaient la formation et la recherche. Mais depuis quelques années, on nous a assigné une nouvelle mission qui est le service à la communauté. Oui. Alors, pour aller en détail peut-être dans ces 3 missions fondamentales, la première, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la formation. Donc, c'est la mission fondamentale. Donc, c'est vraiment... Quelle est la situation? Vraiment, c'est le cœur de métier aujourd'hui. C'est cette formation qui permet de transmettre des savoirs, de former des élites qu'on met à la disposition de la nation, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Alors, ce qu'il faut noter dans la formation depuis quelques années avec certaines innovations. Maintenant, il ne s'agit plus de s'enfermer comme ce qui se faisait dans le temps pour définir nos curricula de formation. Alors, nous utilisons un concept que nous appelons approche par compétence, où nous devons aller regarder les besoins des populations, les besoins de l'État, les besoins en termes d'insertion. Et à partir de cela aussi, à partir de ce moment-là, on définit nos maquettes de formation, nos curricula de formation. Et une chose qui est importante aussi à signaler dans le cadre de la formation, c'est que quand nous retravaillons les maquettes, quand nous définissons les curricula de formation, nous faisons appel aussi à des professionnels, à des entreprises, parce que aussi il faut les écouter pour qu'elles nous disent vraiment quels sont leurs besoins. Ils ont besoin de quels produits vraiment pour émerger. Donc, de plus en plus, toutes les universités prennent en compte de cela et nous essayons en tout cas, dans la mesure du possible, d'inviter les professionnels à dire leur mot en tout cas dans la formation. Alors, la seconde mission, c'est la recherche. La recherche, elle est aussi importante que la première parce que comme vous le savez, dans les universités, en tout cas, si vous allez au CAMES, le Conseil africain pour l'enseignement supérieur, africain et malgache pour l'enseignement supérieur, c'est la recherche qui permet d'évaluer les enseignants pour l'évolution en tout cas. Est-ce que c'est pas le talon d'Achille? Je pense aussi il est important aussi avec le contexte actuel de prendre en compte d'autres problématiques, d'autres paramètres. Par exemple, vous pouvez voir un enseignant qui est à l'université, il y a des enseignants peut-être qui participent plus, en tout cas qui donnent plus à l'institution. Donc je pense qu'il y a des enseignants aussi, malgré les heures de cours, occupent des fonctions administratives. Donc, je pense que tout ceci doit être pris en compte, en tout cas dans l'évolution, dans la carrière des enseignants. Alors, toujours pour parler de la recherche. Qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans les universités. Notamment à l'UGB. À l'UGB, nous avons beaucoup de recherches dans tous les domaines parce que nous avons la chance quand même de couvrir toutes les thématiques de recherche. De l'être des sciences humaines en passant aux sciences fondamentales, en passant par la santé. Donc, dans tous ces domaines... Quelques illustrations. Je peux noter, par exemple, le fait que l'UGB soit un centre d'excellence en mathématiques, informatique et TIC. Donc c'est un programme de la Banque mondiale que nous avons démarré en 2014 et aujourd'hui qui est dans sa deuxième phase que nous appelons ACE Impact, donc les centres
par rapport à l'impact que l'université doit avoir avec le monde industriel. C'est un financement au départ d'un montant de 8 millions de dollars. Nous avons épuisé la première phase et notre université a été sélectionnée en tout cas dans la phase impact en tout cas pour essayer de créer une dynamique autour de la recherche en tout cas pour renforcer le développement de nos pays. Par rapport aussi à ce centre d'excellence, il faut dire que c'est un projet qui a accompagné beaucoup de Sénégalais. Dans toutes les universités, on a mis beaucoup de moyens pour accompagner les chercheurs dans la publication de leurs résultats, dans la participation à des conférences internationales, et ce qui a permis quand même de soutenir un très grand nombre de thèses sont soutenues aussi grâce à l'accompagnement du centre d'excellence. Il faut noter aussi au Sénégal que ce n'est pas le seul centre d'excellence que nous avons. Nous avons aujourd'hui 4 centres d'excellence, à part celui de l'Université Gaston Berger qui est axé sur les mathématiques, l'informatique et les TIC. Nous avons le SAMEF qui est à l'UCAD, qui est le centre d'excellence sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons le centre d'excellence AGIR qui travaille sur les questions d'environnement et de santé. Et enfin, nous avons le centre d'excellence AgriSan qui est axé en tout cas sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et tous ces centres d'excellence aujourd'hui en tout cas permettent de mettre beaucoup de moyens dans la recherche pour accompagner les collègues. Oui, beaucoup de moyens dans la recherche, mais est-ce que ça impacte sur le vécu des Sénégalais? Je fais allusion à ce que disait Feu Djibo Leyti Ka. Nous n'avons pas de problème de chercheurs. Ils cherchent, mais le problème que nous avons, c'est qu'ils trouvent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez afin que cela impacte sur la vie des Sénégalais? Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les universités sénégalaises, beaucoup de recherches se font et des résultats sont palpables. D'ailleurs, ça me permet d'embrayer en tout cas sur la 3e mission principale qui est le service à la communauté. C'est vrai que dans le passé, on a toujours reproché aux universitaires, en tout cas, de rester dans les universités, de faire des recherches fondamentales qui ne servent pas aux populations. Maintenant, depuis un certain temps quand même, la donne a changé. Nous sortons pour essayer d'expliquer aux gens ce que nous faisons, et d'où le service à la communauté qui permet aux collègues, aux étudiants en tout cas, de sortir, en tout cas, d'expliquer les recherches et de les mettre au profit des populations. Quelques exemples de réussite? Un exemple très simple. Si vous venez à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est situé dans un site où il est entouré de beaucoup de villages environnants. Par exemple, nous avons un incubateur qui est réputé aujourd'hui dans l'écosystème universitaire, et cet incubateur accompagne beaucoup les populations environnantes, en tout cas qui vivent autour de l'université. En termes sur le plan de la santé, nous avons aussi un centre sur la drépanocytose qui fait de la recherche, qui polarise en tout cas où toutes les populations viennent se soigner pour essayer de voir comment en tout cas régler ces problèmes dans ce cadre-là. Sur le plan agriculture aussi, nous avons une grande faculté, un département, une grande UFR d'agronomie, où on fait de l'agronomie avec la pisciculture, et l'avantage que nous avons à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est que nous avons une ferme agricole où nous développons en tout cas beaucoup de recherches sur le plan agricole, sur le plan de la pêche, et beaucoup d'autres projets se font à l'université, notamment avec nos collègues de sociologie, en tout cas sur les questions de migration, qui sont des enjeux aujourd'hui internationaux, mais aussi en géographie. On a des collègues qui travaillent beaucoup, en tout cas, sur l'avancée de la mer. Oui, vous êtes scientifique. Peut-on parler de réussite en termes de chiffres? Voilà d'où nous venons, voilà ce que ça a entraîné comme impact positif sur les populations. Je pense que, Baïmar, je ne peux pas peut-être vous donner exactement un chiffre, mais je pense qu'aujourd'hui, les recherches que nous faisons sont en train, en tout cas, d'impacter les populations. Je prends l'exemple de la COVID-19. Est-ce que vous avez contribué à l'amélioration dans le cadre de la lutte? Je pense que, comme vous l'avez dit, hein, la COVID a surpris beaucoup de Sénégalais, et on s'est adapté. On a essayé de s'adapter. Dans le cadre de la riposte. Dans le cadre de la riposte. Oui. Et on a vu ce qui se passe un peu dans les universités quand la Covid est arrivée, avec vraiment beaucoup de talents que nous avons constatés chez les collègues chercheurs et surtout chez nos étudiants. Par exemple, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous avons fabriqué notre gel nous-mêmes, et ça a été fait par des étudiants, et ceci a été aussi distribué à l'ensemble du département de Saint-Louis dans le cadre du service à la communauté. Et des collègues aussi, parce que le ministère aussi avait lancé beaucoup de projets, en tout cas contre la riposte, et des collègues chercheurs de l'UGB aussi ont gagné des projets sur lesquels ils continuent de travailler. Ok. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, qui reçoit le recteur de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Ousmane Thiaré. Monsieur Thiaré, de l'extérieur, on a l'impression que la formation
toute la part de l'attention et des ressources allouées aux universités que la recherche est délaissée. Et le service à la communauté encore plus. Alors dites-nous, est-ce que cette perception des choses est juste ou une simple perception? Je pense qu'on peut dire que c'est une perception qui est juste, mais qu'il faut nuancer et expliquer. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel des ressources, peut-être plus de 80% des ressources, en tout cas budgétaires allouées, en tout cas sont partagées entre le social et la pédagogie. Comme on l'a dit tout à l'heure, la formation, donc la pédagogie est très importante dans nos universités. On a l'habitude de dire que s'il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'université. Mais je pense qu'en dehors de ces ressources budgétaires qui sont allouées, parce que simplement l'État prend en charge les bourses des étudiants, donc je pense qu'il y a tous ces paramètres qui font qu'aujourd'hui, il y a moins de financement, par exemple, sur la recherche. Je pense que nous allons tout à l'heure détailler cela. Mais il faut dire qu'à côté de cela, au niveau central, au niveau du ministère, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Par exemple, je peux parler du FIRST. Le FIRST, c'est le Fonds d'impulsion à la recherche scientifique et technique, qui permet en tout cas de financer beaucoup de thèses, de financer beaucoup de projets de recherche. On a aussi le PAPES, le programme d'appui aux enseignantes-chercheurs, qui permet d'accompagner les femmes à rester dans les sciences, mais aussi à aller aussi loin que les hommes. Alors, il faut rappeler aussi que nous avons tenu en 2013 la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, suivie par le Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur au mois d'août de la même année. Et à l'issue de cela, nous avons en tout cas obtenu 11 décisions ou directives et 78 recommandations. Et l'une des recommandations qui était relative à la décision 8 sur la recherche et l'innovation était vraiment la création de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, qui est une direction très importante dont l'objectif est d'assister le ministre sur la définition et la mise en œuvre de la politique de recherche. L'innovation. On a ajouté l'innovation parce que aussi, comme un pays ne peut pas se développer aujourd'hui sans l'innovation. C'est extrêmement important. Et je pense que maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de rendre cohérentes les choses et d'avoir une politique de recherche au niveau national. Et pour cela, je pense qu'à mon humble avis, il faut partir des universités. Il faut faire la cartographie des recherches qui se font au niveau des universités et remonter en tout cas pour essayer de définir une politique nationale. Le besoin est énorme. Le besoin est énorme. Nous devons, en tout cas, il y a beaucoup de problématiques de développement sur lesquelles nous devons travailler, mais encore, il faut aussi un certain accompagnement. Ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ça, c'est que aussi, je pense que nous aussi, en tant qu'université, nous avons une certaine responsabilité. C'est à nous aussi de sortir pour expliquer ce que nous faisons. C'est clair. Pour permettre aux entrepreneurs, aux entreprises, aux industriels de venir discuter avec nous pour qu'on prenne en charge certaines de leurs difficultés. Si vous permettez, je vais donner deux exemples. C'est sur le rapport entre l'offre et la demande. Exactement. Oui. Si vous permettez, je vais revenir sur deux exemples que nous sommes en train de traiter à l'université Gaston Berger. Oui. Comme je l'ai dit, dans le passé, les organismes publics n'allaient pas souvent dans les universités. Alors que pour moi, les universités, c'est des espaces incontournables de conseil et d'appui pour les décideurs par rapport aux politiques publiques. Là, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé sur le sida. C'est un projet qui date de 4-5 ans sur lequel l'UGB travaille. Et nous sommes en train même de renouveler en tout cas ce projet-là. Et il y a un autre projet sur lequel nous travaillons avec la délégation générale des Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes en train de leur mettre en place une plateforme qui va vraiment concentrer en tout cas tous les Sénégalais de l'extérieur partout dans le monde. Donc voilà des exemples sur lesquels il faut s'appuyer. Et je pense que ça devrait permettre en tout cas aux autres organismes publics et privés aussi. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce que justement vous avez du répondant par rapport à ces entreprises? Non, je pense que c'est un début. C'est un début et c'est encore faible. C'est encore faible, mais je pense qu'il faut aller de l'avant pour que, en tout cas, c'est une question de confiance. Je pense que si on leur montre que nous avons les capacités, nous avons l'expertise pour régler, ce qui est le cas, pour régler les problèmes, je pense qu'elles n'hésiteront pas quand même à venir vers nous. En tout cas, la demande est là, les enjeux également. Tout à fait. Constatons encore une fois, Ousmane Thiaré, que les difficultés sont importantes. Nous savons que le monde a basculé dans l'économie du savoir. En parlant d'économie du savoir, ce qui veut dire que l'innovation, on l'a dit tout à l'heure, et la production de connaissances sont au cœur de toute croissance. Vous en convenez avec moi? Tout à fait. Oui, ma question alors est celle-ci. Pourrons-nous émerger et nous développer si nous ne réglons pas la problématique de notre capacité de recherche? C'est tout à fait vrai, Bayoumar. Moi, je pense personnellement que le développement repose essentiellement sur l'économie de l'innovation. Et aujourd'hui, les pays
qui ont en tout cas fait des bons significatifs en termes de croissance, ont fait des choix drastiques par rapport à la recherche. Aujourd'hui, la recherche et le développement sont les piliers en tout cas pour faire émerger nos pays. Il faut des choix stratégiques, il faut des investissements stratégiques en tout cas qui permettent de prendre en charge ces recherches-là. Je voudrais juste donner un exemple parce que j'ai eu la chance d'être invité en Corée du Sud il y a quelques années par le Korean Institute of Science and Technology. C'était pour voir en fait, pour comprendre comment ce pays en fait est passé d'un pays aidé à un pays donateur. J'ai eu la chance de participer à un exposé d'un grand professeur économiste sud-coréen et qui nous a expliqué un peu le processus de développement de la Corée du Sud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Dans les années 50, la Corée du Sud a pris en tout cas les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves, on les a envoyés aux États-Unis. Au retour, la Corée du Sud a créé un centre de recherche pour permettre en tout cas de développer, de répondre en tout cas aux besoins de ces pays-là. Il faut constater que, par exemple, si vous prenez l'exemple toujours de la Corée du Sud, ce pays consacre 4,3% de son PIB dans la recherche et le développement. De son PIB. Avec vraiment un développement extraordinaire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la Corée du Sud, c'est la 12e puissance mondiale. Comme Samsung, comme Hyundai, vous allez voir vraiment qu'il y a du travail qui a été fait. Voilà, et ils se sont basés vraiment sur la recherche pour en arriver là. En revanche, si vous prenez le continent africain, tous les pays avaient respectivement, en tout cas, pris l'engagement de consacrer 1% de leur PIB dans la recherche et développement. Mais au finish, aujourd'hui, on constate qu'en moyenne, il n'y a que 0,45% qui est consacré. C'est quoi un problème de volonté politique? Donc je pense qu'il faut plus de volonté politique. Il faut encore davantage d'efforts, en tout cas pour soutenir la recherche. Parce que comme je l'ai dit, c'est le pilier aujourd'hui. Un pays aujourd'hui ne peut pas se développer sans la science. Oui, vous avez parlé de l'exemple de la Corée du Sud. Quel est le problème avec les pays comme le Sénégal? Où se situe la différence? Je pense aussi qu'il faut comprendre aussi que nous ne sommes pas aussi des pays aussi développés. Il y a beaucoup de besoins des populations. L'État est obligé aussi de faire des arbitrages. Mais aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi la recherche et l'innovation. Il faut comme on l'a dit tout à l'heure, les budgets aujourd'hui sont consacrés, sont répartis en tout cas sur la pédagogie et les œuvres sociales. Mais je pense qu'il il faut penser à la recherche. Il faut renverser la tendance. Nous, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Par exemple, si vous prenez dans les universités, nous, à l'UGB, nous consacrons quand même quelques ressources à la recherche, comme par exemple, je peux nommer les voies d'études, je peux nommer les primes de recherche, je peux nommer les budgets qui sont allés à la recherche dans les UFR. Donc je pense que tout ceci, c'est des éléments importants. Et vous avez beaucoup de laboratoires aussi, comme l'ASPAD par exemple. Oui, le LASPAD, c'est un laboratoire aujourd'hui qui fait beaucoup de fierté à l'université. Ils sont en train d'organiser aujourd'hui, d'ailleurs c'est eux qui portent le projet Global Africa. À part le LASPAD, nous avons aussi 35 autres laboratoires qui existent à l'UGB et qui sont en train de développer beaucoup de recherches au profit des populations. Oui, parlons des liens entre les chercheurs et les décideurs. Oui, cela semble aussi tenir alors que ces derniers ont besoin des résultats de la recherche pour élaborer des politiques publiques robustes. Comment corriger une telle situation? C'est vrai, c'est une situation qui est là, qu'il faut essayer de corriger, essayer d'inverser la tendance. Si vous prenez aujourd'hui les pays de l'OCDE et les États-Unis en particulier, les universités en tout cas sont la première source d'expertise. C'est important. Quand il y a des problèmes, on se tourne d'abord vers les universités. Mais comme je disais tout à l'heure, il nous appartient aussi, nous, en tant qu'universitaires, d'aller expliquer ce que nous faisons, d'aller vraiment essayer de capter les ressources pour aller de l'avant. Et donc, vous avez besoin des décideurs. Nous avons besoin des décideurs parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les universités sont des espaces, en tout cas des réflexions, c'est des espaces d'appui et de conseil au niveau pour les politiques publiques. Donc on est là pour aider en tout cas les décideurs à prendre les meilleures décisions, à prendre les meilleures décisions. Autre chose que je voudrais faire remarquer, qui est extrêmement important, c'est les ressources en tout cas qu'on peut donner par exemple aux populations. Nous venons par exemple de faire des élections locales. Si vous prenez aujourd'hui dans toutes les universités, nous avons des facultés de sciences économiques, des facultés de sciences juridiques et politiques qui peuvent aujourd'hui aider les élus à avoir en tout cas des mandats efficaces. Ah, comment c'est le moment de leur expliquer. Ils viennent d'être élus. Mais en les formant, en leur disant voilà ce que nous pouvons vous apporter en termes d'expertise, comment prendre en charge les politiques publiques, comment en tout cas répondre efficacement aux besoins des populations.
en termes de gouvernance, en termes de transformation numérique. Oui. Je pense que c'est des expertises que nous avons dans les universités et que nous pouvons mettre à la disposition des élus. Un autre élément important, c'est toujours en termes d'expertise. Nous pouvons en tout cas offrir des assistants parlementaires à nos députés sur des questions techniques comme les gouvernances des données, comme la transformation digitale. Donc je pense que c'est des expertises que nous avons dans les universités et que nous pouvons mettre à la disposition du Sénégal. Donc vous avez des choses à offrir, vraiment beaucoup de connaissances à offrir et qui peuvent impacter sur la qualité de travail de ces décideurs. Tout à fait, effectivement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je pense qu'il suffit de connaître les besoins des populations pour y apporter des solutions. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans toutes les universités sénégalaises, des collègues assez réputés sont là pour apporter en tout cas des solutions dans les problématiques que nous vivons, de développement national. Oui, justement en termes de constat, on entend souvent parler des efforts consentis par l'État à travers son ministère de l'enseignement supérieur pour faire construire la cité du savoir, par exemple, le supercalculateur, doter le Sénégal de data center. Oui, en quoi ces infrastructures sont importantes pour le développement du Sénégal? Je pense que tout ceci, c'est des infrastructures numériques qui sont extrêmement importantes pour le pays. Les résultats ont montré au cas par cas. Je vais revenir tout à l'heure. Des résultats ont montré que, en tout cas, tous les pays, en tout cas, qui se fixent des objectifs par rapport au numérique, gagnent 1 à 2% de taux de croissance, donc plus de développement, donc moins de pauvreté pour les populations. Depuis 2013, l'État du Sénégal a pris d'énormes mesures qui consistent à construire ce que nous appelons la cité du savoir, qui doit être en tout cas un écosystème pour favoriser la création d'entreprises et de start-up, qui doit être logé à Diamniadio. Vous venez de parler tout à l'heure du supercalculateur, qui est extrêmement important, qui est un outil très puissant, parce qu'après l'Afrique du Sud... Où en êtes-vous avec ce supercalculateur? Le supercalculateur est arrivé, je pense qu'il va bientôt commencer à fonctionner. Ce qui est important, c'est qu'il est d'une capacité de 537 teraflops. Donc c'est des milliards et des milliards en termes de calcul. Dans le passé, les chercheurs sénégalais étaient obligés d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe pour faire des simulations, avoir des résultats, surtout ceux qui manipulaient de gros volumes de données. Et une chose qui est importante, c'est que maintenant, avec ce supercalculateur, ils n'ont plus besoin de sortir du Sénégal, ils peuvent avoir des résultats ici, et on peut même en profiter pour vendre une puissance de calcul aux entreprises, aux industriels en tout cas, qui en auraient besoin. La cité du savoir. La cité du savoir, comme je l'ai dit, c'est un espace, c'est un écosystème qui va être là pour favoriser la création d'entreprises et de start-up. Nous avons aussi le data center. Le Sénégal a inauguré il n'y a pas très longtemps le data center de l'ADIE, qui va marquer un peu le début de la souveraineté numérique et qui offre d'énormes puissances en termes de connectivité, en termes de sécurité. Donc il y a disposer de nous-mêmes nos propres données. Exactement. Même si on sait que cela a été fait par les Chinois. Mais ça va être compliqué, mais je pense que comme je l'ai dit, ça marque le début d'une souveraineté. Donc il y a un travail à faire, il faut continuer à travailler pour à terme en tout cas être vraiment sur le plan, être souverain vraiment par rapport à nos données. Alors parlons de votre université, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, université jadis d'excellence. Doit-on dire jadis ou l'université a gardé jusqu'à présent son statut d'université d'excellence? Je vais continuer à dire que c'est une université d'excellence. C'était un choix de l'État du Sénégal, malgré les difficultés quand même. C'est une université qui continue à faire des performances. Et puis récemment, nous avons eu beaucoup d'étudiants, en tout cas, c'était toujours qui était classé premier dans les concours nationaux. Malgré les remous. Oui, de temps en temps. Oui, il y a des remous comme dans toutes les universités. C'est vrai, mais je pense que nous essayons en tout cas dans la mesure du possible de maintenir la qualité en tout cas dans nos enseignements et faire de sorte que en tout cas les diplômés que nous sortons, les diplômés qui sortent de l'UGB en tout cas puissent trouver du travail assez rapidement. Oui, justement des enseignants de qualité, mais alors beaucoup de problèmes sur la plateforme revendicative. Où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a une amélioration à ce niveau? Oui, récemment, en fait, il y a eu un mouvement d'humeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, notamment sur 2 ou 3 points. Que sont le problème de l'assainissement. Et l'État vraiment est venu vraiment ici pour régler le problème. Et les travaux ont été lancés. Moi-même, personnellement, en tant que recteur, j'ai mis en place un comité de suivi
dans lequel siègent les étudiants. Où les étudiants sont impliqués. Il y a des réunions hebdomadaires et ce qui permet aux étudiants de connaître à tout moment, en tout cas, l'état d'avancement de ces projets-là. L'autre aussi, c'est la voirie interne, qui fait actuellement l'objet d'ailleurs d'un mouvement d'humeur au niveau de l'UGB. Hier, monsieur le vice-recteur a tenu une rencontre avec Agiroute et les travaux devraient démarrer, en tout cas, la semaine prochaine, le jeudi 17. Sur la question importante qui est la question du Wi-Fi, parce que le campus pédagogique, on y avait déployé le Wi-Fi, mais là aussi, il s'agit de le déployer dans le campus social, pour permettre aux étudiants quand même d'avoir accès aux enseignements, pouvoir avoir la documentation. Ce projet a démarré, le ministère nous a accompagnés et il est en train d'être mis en œuvre et les marchés ont été lancés et normalement d'ailleurs c'est le 25 mars qu'on va dépouiller. Tout ce que vous êtes en train d'expliquer en termes de plateforme revendicative, dans une université d'excellence, revêt un caractère légitime, monsieur le recteur. Je pense que c'est légitime ces demandes parce que simplement c'est pour améliorer les performances de l'université. Dans une université d'excellence. Dans une université d'excellence, je pense que c'est des questions importantes et à mon avis l'État l'a bien compris parce qu'en fait c'est des questions qui datent de longtemps. Mais l'État a pris la décision de les régler et l'État a dégagé des ressources financières importantes, en tout cas pour que tous ces problèmes-là soient derrière nous. Alors, je disais que vous allez tenir à l'UGB du 15 au 18 mars un colloque international sur l'avenir de la recherche en Afrique. Oui, monsieur le recteur Ousmane Thiaré, quel est le message principal de ce colloque et de quoi allez-vous discuter pendant 3 jours? Merci Bayomar, vous m'avez donné l'occasion de parler de ce colloque international. Il faut savoir que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est à la tête d'un consortium, d'un programme appelé Global Africa, avec beaucoup d'autres pays, dont l'objectif est d'assister de soutenir les jeunes chercheurs, mais aussi tout l'écosystème de la recherche. C'est un programme d'une durée de 4 ans, avec un financement de 2,6 millions d'euros, dont 55% sont financés par l'Agence française de développement et les 45% par les autres partenaires. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut souligner, c'est que ce programme Global Africa s'inscrit dans un contexte où, par exemple, nous avons la population africaine comporte 13% de la population mondiale, mais ne contribue que moins de 3% des publications scientifiques. Paradoxe, diriez-vous. Donc, vous voyez, c'est un taux assez faible. Et je pense que ce programme est là aussi pour aider à améliorer ce taux-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est prévu la mise en place d'une grande revue scientifique de qualité et qui va paraître régulièrement pour permettre aux chercheurs africains, à tous les collègues en tout cas, de publier leurs travaux de recherche. Et les travaux devront être axés en tout cas sur les problématiques des sociétés africaines et mondiales. Donc le message qui est derrière vraiment, c'est de soutenir les jeunes chercheurs et tout l'écosystème de la recherche, avec notamment la mise en place de cette grande revue. Et l'un des objectifs de l'UGB aussi, c'est de revitaliser les presses universitaires de Saint-Louis. C'est quelque chose qui existait dans les temps, mais qui, pour certaines raisons... Les repositionner. Voilà, de repositionner l'UGB. Parce que nous avons beaucoup de collègues qui font beaucoup de produits, qui écrivent beaucoup, mais ils sont obligés d'aller publier ailleurs. Donc je pense qu'il est important, à travers le programme Global Africa, que les presses universitaires de Saint-Louis soient revitalisées pour permettre en tout cas à nos collègues de développer ici des recherches et de les publier, et que ce soit aussi des recherches de qualité avec une parution régulière. C'est l'occasion de saluer beaucoup de partenaires qui sont de la faculté des sciences politiques, qui passent souvent dans nos différentes émissions. Chapeau donc à ces professeurs. Alors par rapport à la recherche, vous comptez positionner l'UGB en leader francophone, rentrer dans le classement Shanghai des meilleures universités du monde. Tout à fait. Peut-être avant d'arriver à cette question, compléter par rapport à la revue, il faut constater que c'est une revue qui va apparaître sur plusieurs langues. Les plurilingues, là nous avons démarré par 4 langues que sont l'arabe, l'anglais, le français et le swahili. Et nous sommes en train de travailler en tout cas pour ajouter d'autres langues. Il faut savoir que... et les langues locales? Oui, justement, j'en arrive là. C'est important aussi. Parce qu'on a la chance à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis d'avoir une UFR qu'on appelle UFR CRAC. Civilisation, religion, art et communication. Et dans cette UFR, il y a un département qui est dédié aux langues et cultures africaines. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est des langues locales. Et cette revue sera étendue à d'autres langues, en tout cas grâce aux collègues qui travaillent parce que la langue, elle est importante. Exactement. Dans le développement. On va le faire en poulard, en sérère, pourquoi pas, en peul, vraiment, pour permettre
une plus large couverture par rapport aux populations. Alors ce repositionnement de l'UGB dans l'espace francophone est parmi les meilleurs dans l'espace Shanghai. Oui, nous avons un plan stratégique qui a démarré de 2021 et qui va aller jusqu'en 2025. L'un des indicateurs, l'un des points clés de ce plan stratégique, c'est de permettre à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis d'être parmi les 50 meilleures universités africaines. Et vous en êtes où présentement? En 2025. Vous êtes perdu du classement? Non, ne sais pas que nous sommes perdus du classement. Nous sommes en train, en tout cas, de travailler, puisque le plan finit en 2025. Moi, j'espère, Inch'Allah, en 2025, venir vous dire que l'UGB est parmi les 50 universités africaines. Pourquoi 2025? Nous y travaillons, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un retard. Donc, je pense qu'il faut mettre en place un mécanisme, en tout cas, qui permettent d'avoir des résultats. C'est pour ça que le plan stratégique que nous sommes en train de dérouler, on a un ensemble d'indicateurs. Et je suis persuadé que si nous persévérons dans ces dynamiques, si nous maintenons ces dynamiques-là, beaucoup d'indicateurs seront atteints, ce qui nous permettra en tout cas d'atteindre les objectifs. Du point de vue du diagnostic, dans quel secteur pensez-vous être faible ou moyen? Quelles sont vos forces et votre faiblesse? Je pense qu'à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, nous travaillons sur toutes les thématiques de recherche. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de collègues qui gagnent des projets de recherche. Dans les sciences pures et dures, dans les sciences sociales Il faut dire plutôt peut-être dans les sciences. Donc je pense que ce qui peut l'expliquer aussi, c'est le choix de l'État du Sénégal de faire de l'UGB un centre d'excellence en mathématiques, informatique et TIC. Le Sénégal a débuté par... C'est votre domaine de prédilection. Exactement. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler de façon ardue, en tout cas dans les sciences. Nous avons un département, en tout cas une UFR de sciences assez réputée, avec beaucoup de travaux de recherche, avec un corps professoral jeune, qualifié. Et je pense que ces dynamiques-là doivent continuer avec toutes les UFR. Ça, c'est le côté force. C'est un côté force. Faiblesse ou c'est pas encore, il y a d'autres volets qui marchent quand même, d'autres secteurs. Mais je pense que tous les secteurs marchent aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se caler davantage sur les besoins de l'État. Parce qu'il ne s'agit plus maintenant de former beaucoup d'étudiants. Il nous appartient aussi, nous, au niveau local, de travailler à inverser la tendance. De faire de sorte qu'en tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est de travailler à ce qu'on appelle l'efficacité interne. D'avoir un bon taux de réussite et d'avoir un très bon taux d'insertion, en tout cas pour les diplômés que nous formons. C'est important. Alors, quelle est la place des femmes dans cette ambition que vous avez déclinée? Car vous le savez, plus on monte dans les degrés académiques, moins on trouve des femmes à cause des raisons culturelles et socio-économiques. Pensez-vous à des dispositifs pour retenir les meilleures d'entre elles? C'est une question très importante et moi, c'est une question qui m'intéresse particulièrement. On est au mois de mars, le mois des femmes. C'est le mois des femmes, j'en profite quand même pour le rendre hommage. C'est extrêmement important. Moi, je suis dans le passé récent, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la désertion des filières scientifiques. Nous le constatons aujourd'hui. Je pense que c'est une question qu'il faut prendre au sérieux, faire de sorte qu'il faille inverser la tendance. Nous avons aujourd'hui beaucoup de bacheliers littéraires et je pense qu'il faut aujourd'hui la tendance doit être inversée. Mais pour cela aussi, il faut qu'il y ait un lien fort entre le ministère de l'Éducation nationale et le supérieur. Dans le passé, nous avions ce que nous avons appelé les contrats de performance. Et ces contrats de performance ont permis aux universités d'avoir des moyens pour essayer vraiment d'atteindre certains objectifs, parmi lesquels faire de sorte qu'en tout cas, qu'on ait plus de femmes dans les universités, mais qu'il ne s'agit pas qu'elles soient dans les universités, il faut les garder le plus longtemps dans le système. Nous avions mis en place des systèmes de mentorat, un système de tutorat pour les accompagner, et nous avions même créé une case des tout-petits à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'en parle parce que c'est extrêmement important. Nous avons des étudiantes qui sont mères, des étudiants qui sont mariés, qui ont des enfants. Peut-être que s'il n'y avait pas cette case des tout-petits, elles auraient abandonné. Je pense que c'est extrêmement important ce genre d'outils qu'on a mis en place à l'UGB. Et là, nous sommes en train de travailler avec un gros partenaire dans le cadre d'un projet qui va durer 9 ans et qui va vraiment impacter surtout les femmes. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre 70% de femmes
dans les domaines scientifiques, de les garder dans les sciences, mais aussi de leur permettre en tout cas d'avoir un meilleur avenir en tout cas pour contribuer au développement de leur pays et de l'Afrique. Une chose est de les garder, de les capaciter, mais une autre est de leur trouver un point d'appui, c'est-à-dire leur trouver du travail quand elles auront fini. Oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut rompre avec les anciennes méthodes. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'approche par compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre en place des formations pour lesquelles le besoin de recrutement est là. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand même, il faut dire que, en tout cas, ceux qui sont en sciences, ils arrivent quand même à s'insérer plus que les autres. Ça, c'est extrêmement important. Ceux qui sont en mathématiques, quasiment, quand vous avez aujourd'hui un diplôme de mathématiques, vous ne chômez pas. Au pire des cas, vous allez enseigner. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les sciences, vous avez vraiment moins de difficultés pour trouver un emploi. Mais il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur les sciences. Il y a les sciences humaines. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier, il faut oublier personne, il faut laisser personne sur la route. Il faut mettre en place des formations qui permettent en tout cas à nos diplômés en tout cas de trouver du travail, particulièrement les femmes. Oui, il y a également les jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle globalement. Mais si nous devons rester toujours avec les femmes, au niveau du CAMES, on a vu que à chaque fois, au regard des résultats, il y a moins de femmes, plus d'hommes que de femmes. Oui, ça c'est vrai. Je pense que ça, le constat, il est général au niveau supérieur. Au niveau supérieur, quand même, il y a moins de femmes. Peut-être pour certaines contraintes que je ne maîtrise pas toutes les contraintes, mais il est difficile peut-être de voir une femme qui commence en tout cas la licence pour aller jusqu'au doctorat. Parce qu'entre-temps, il se passe beaucoup de choses. Mais je pense que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons en tout cas continuer à les accompagner. Donc je pense qu'il faut davantage les accompagner pour les maintenir dans les universités et pour leur permettre en tout cas d'aller au sommet, en tout cas comme nous les avons. Voilà. Alors, l'université Gaston Berger au départ fut une université d'excellence. Parce qu'à un moment donné, on a senti un glissement. Comment en est-on finalement arrivé là? En fait, le choix qui a été fait au départ par l'État du Sénégal, et je pense que le choix demeure encore, c'est de faire de l'université Gaston Berger une université d'excellence. Les premières cohortes d'étudiants, l'université recrutait 600 étudiants par an. Moi-même, je suis un produit de l'université. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants comme aujourd'hui. Mais il faut dire qu'aussi, dans la volonté de l'État, en tout cas, d'orienter tous les bacheliers, les choix ont changé. Nous avons aujourd'hui plus de 150 000 bacheliers candidats, en tout cas, au bac par an. Et la politique de l'État aussi, aujourd'hui, c'est la massification, apparemment. C'est d'orienter, tous les étudiants, tous les bacheliers. Mais tout le monde ne peut pas entrer à l'université aussi. Mais c'est triste, mais nous, c'est le cas. Nous, en tant que recteurs, ce qu'on peut faire, c'est d'accepter la politique qui est définie par l'État. Et c'est en tout cas, ce qui est important même, on peut avoir plus de bacheliers dans les universités, mais d'avoir la capacité, avec un accompagnement s'en occuper, en termes d'infrastructures pédagogiques, vraiment pour les recevoir, en termes d'équipement. Je pense que quand même, il faut dire la vérité. Depuis quand même 2013, l'État du Sénégal a mis beaucoup d'argent dans les universités. Mais je pense qu'il faut peut-être mieux répartir en mettant l'accent plus sur la pédagogie et la recherche pour essayer de régler les problèmes. Oui, en reposant la recherche comme pilier donc central, quand vous regardez les jeunes avec les problèmes auxquels ils sont confrontés, les émeutes, sur le taux de banditisme au Sénégal, les agressions, avez-vous l'impression que l'université, en termes de creuset de savoir, peut constituer un bon réceptacle pour résoudre ces grosses difficultés de l'heure? Je pense aussi que c'est une mission aussi des universités, de transformer la vie de la société, en formant mieux les jeunes et aussi en les éduquant. Je pense que c'est extrêmement important. En termes d'interaction? Non, je pense qu'en termes d'interaction, ça se passe très bien dans les universités. Mais vous savez, quand vous avez beaucoup d'étudiants aussi qui proviennent en tout cas d'horizons divers, et ce que nous pouvons faire à l'université, c'est vraiment essayer d'inculquer une certaine discipline, une certaine éducation, en les formant beaucoup mieux. Mais je pense ce qui est fondamental et qui ne change pas aussi, c'est qu'aussi l'université, nous accueillons des étudiants après le bac. Je pense qu'avant le bac, beaucoup de choses se passent. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que quand quelqu'un arrive à l'université, on arrive quand même à lui inculquer certaines valeurs par rapport au civisme. Nous avons tellement bien compris que dans l'incubateur que nous avons à l'UGB, nous formons les étudiants sur des modules extrêmement importants. Par exemple, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Que l'étudiant n'ait pas le temps, justement, de
se consacrer à la violence, par exemple, dont on voit de plus en plus dans l'espace universitaire. Beaucoup de cas de violence sont constatés dans l'espace universitaire. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut les occuper. Il faut les occuper en leur permettant, en tout cas, de découvrir de nouvelles choses, en leur permettant de se construire un avenir. Mais ça aussi, ça dépend aussi de la volonté aussi de l'étudiant. Je crois que c'est extrêmement important. Il faut que l'étudiant lui-même ait envie de sortir de ses difficultés, ait envie de servir son pays, ait envie vraiment de contribuer au développement de sa communauté, mais aussi de tout le Sénégal. Nous avons parlé de recherche dans sa globalité, mais le sport à l'université. Nous savons qu'à l'université de Dakar, il y a Dakar Université Club qui peine déjà dans les compétitions africaines. À l'UGB, quelle est la place du sport dans le cadre de la recherche? À l'UGB, le sport occupe une place très importante parce que nous avons une UFR qui est l'UFR CEPS, Sciences, Éducation, Formation et Sport. Ne serait-ce que pour ça, vraiment, ça montre en tout cas la place que nous donnons au sport. Nous avons des collègues qui sont spécialistes dans beaucoup de domaines. L'entraîneur du basket du Sénégal, il est à l'UFR CEPS. Et nous avons en tout cas beaucoup de résultats en athlétisme. C'est vrai que les résultats ont baissé surtout en basket. Depuis quelques temps, on nous depuis quelques temps, parce que les meilleurs. Non, mais cela est dû quand même à un manque de moyens. Mais nous y travaillons pour essayer d'avoir des sponsors, en tout cas, essayer de faire de sorte que, en tout cas, toutes les sections qui sont soutenues par le rectorat puissent s'autonomiser à travers des sponsors qui vont les accompagner, mais aussi l'université continuera aussi à jouer un rôle pour essayer de développer le sport. Nous avons aussi l'UFR CEPS, comme je l'ai dit, qui est construit sur une infrastructure de 7 milliards de francs CFA grâce au PGFCIP avec la Banque mondiale. Nous avons un complexe sportif, une piscine olympique. Et vraiment, c'est attrayant pour les étudiants. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants que nous formons, en tout cas dans le domaine du sport, ils sont tous recrutés à la fin de leur formation parce que ça se fait sur une commande du ministère de l'Éducation nationale. Alors, une dernière question, c'est dans le cadre de la santé. De plus en plus, on constate des épidémies. Alors, de ce point de vue, le caractère principal résiderait dans la prévention. Mais est-ce que vous avez une cellule épidémio justement pour alerter à temps? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Et de plus en plus, le caractère de la spécialisation également est une spécificité universitaire. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Oui, nous avons depuis 2010 une UFR de médecine, une UFR des sciences de la santé à l'UGB, avec beaucoup de spécialistes. Et cette UFR nous vaut beaucoup de satisfaction, parce que cette UFR a permis en tout cas à la région de Saint-Louis d'étendre son plateau technique. Aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital de Saint-Louis, tous les collègues, en tout cas médecins, en tout cas professeurs de médecine de l'UGB, y officient, de même que nos étudiants aussi, dès la licence 3, font leur stage pratique à l'hôpital, c'est eux-mêmes qui montent les gardes. Je pense que c'est extrêmement important. Le développement de cette UFR va impacter toute la région de Saint-Louis. Il faut aussi dire que quand la Covid est arrivée, nous avons mis en place partout des commissions sanitaires dans les universités. Et souvent dirigées par des infectiologues qui essayaient vraiment de nous donner des avis sur la maladie, comment nous devions nous comporter sur le plan pédagogique, quelles sont les mesures à prendre vraiment par rapport à la prévention. C'est au niveau local. C'est au niveau local. Et ça s'est fait aussi partout dans les universités. Il y avait même une coordination nationale qui permettait en ça de se regrouper. L'État aussi a dégagé des montants importants pour financer des projets de recherche dans la riposte, dans la prévention. Et d'ailleurs, beaucoup des collègues de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont été sélectionnés dans le cadre de ces projets. Parce que tout ce que vous faites en dernier, c'est la cible, et la cible n'est rien d'autre que la communauté, les populations. Exactement. Et d'où l'intérêt de repositionner les universités dans le cadre de la recherche, mais aussi de l'économie du savoir. C'est l'enjeu de ce monde d'aujourd'hui. Tout à fait, c'est la recherche appliquée. Aujourd'hui, nous devons valoriser nos résultats de recherche et les mettre à la disposition des populations locales, à la disposition du pays. Est-ce que ça a suscité l'engouement des jeunes aujourd'hui? Est-ce que les jeunes s'intéressent à la recherche? Oui, nous avons encore, à l'UGB, nous avons 2 écoles doctorales. 2 écoles doctorales qui polarisent en tout cas toute la recherche dans tous les domaines. Mais c'est sélectif, nous avons beaucoup de jeunes quand même qui font la recherche. Nous avons beaucoup de jeunes doctorants, et heureusement d'ailleurs qu'ils sont là, parce que c'est eux qui nous accompagnent
dans les TD et TP que nous faisons pour les étudiants. Voilà. Alors oui, donc le prétexte, nous l'avons dit, c'est Global Africa autour de ce colloque international African Research Matters. La recherche africaine doit compter 3 jours durant de partage de connaissances et que des chercheurs qui vous viennent un peu partout au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. C'est extrêmement important. Oui. Donc c'est un collègue international qui va regrouper plus de 300 décideurs. Nous attendons beaucoup d'invités. Oui. Et je pense que le programme que nous avons mis en place montre qu'il y aura des communications extrêmement importantes dans tous les domaines, en tout cas pour transformer les sociétés. Oui, transformer, c'est d'abord le partage des connaissances. Aujourd'hui, l'un des grands problèmes entre vous, les connaissances sont partagées, mais le grand public, que faire pour justement partager ces connaissances? Je pense qu'il faut davantage communiquer. Oui. Il faut sortir de nos universités, comme je l'ai dit, pour essayer de présenter nos travaux de recherche qui doivent être appliqués. D'abord, caler nos recherches sur les problématiques de développement national. Ça, c'est extrêmement important. Ouais. Il faut regarder les besoins des populations et motiver les collègues pour que les recherches se fassent. Ça aussi, c'est un autre enjeu. De plus en plus, beaucoup de vos collègues quittent le pays, donc voilà. Oui, mais je pense que ça aussi, l'extérieur. Oui, ça, je pense que c'est des choix individuels, c'est des choix personnels. Mais je pense qu'on a aujourd'hui quand même, il faut dire que la situation s'est beaucoup améliorée. Et c'est le contraire qu'on voit aujourd'hui. Ah oui? Nous avons beaucoup de collègues qui ont fait le doctorat, qui avaient même du travail à l'étranger, aujourd'hui qui sont recrutés dans nos universités. Bah, moi, faites un tour dans les universités, vous allez voir qu'aujourd'hui, 90% des collègues que nous recrutons viennent de l'étranger. Je pense que les conditions ont changé. Il y a quand même une amélioration des conditions, en tout cas, des enseignants-chercheurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de collègues, en tout cas, qui ont été formés à l'étranger, qui travaillent à l'étranger aujourd'hui, qui apportent... Parce que nous sommes dans un monde en compétition. Exactement. Oui, mais dans un monde en compétition, avez-vous l'impression aujourd'hui que sous le rapport Sud-Sud, que cela devrait se faire au détriment du rapport Nord-Sud ou de façon équitable observer les deux tendances? Moi, personnellement, je pense qu'il faut plus se focaliser sur le rapport Sud-Sud. Donc, je pense qu'on a expérimenté... Quel est l'intérêt? Mais je pense que nous avons les mêmes problématiques au niveau Sud-Sud. Nous avons les mêmes problématiques. Je pense que nous devons travailler ensemble. Mais ça n'exclut pas quand même, nous devons continuer à collaborer avec le Nord. Comme nos universités ont été bâties sur ce modèle-là. Et je pense qu'il faut un peu changer les paradigmes en se focalisant plus sur les rapports Sud-Sud parce que nous avons les mêmes problématiques et je pense que chacun de nous peut apporter l'autre pour essayer de régler les problèmes que nous vivons aujourd'hui sur le continent africain. Le dernier mot. Je voudrais vous remercier pour cette invitation, mais aussi rappeler que nous avons lancé la fondation UGB au mois de décembre 2021 dernier. Vous savez, l'UGB a formé beaucoup de cadres dans ce pays et à l'étranger. Et je fais toujours appel à eux pour qu'ils viennent en tout cas accompagner cette fondation, dont le but aussi c'est de nous permettre de mieux remplir nos missions que sont la formation, la recherche et le service à la communauté. En tout cas, ça a été le maître mot, la recherche. Nous sommes dans le cadre de l'économie des savoirs et la recherche. Qui dit développement dit recherche. Merci, c'en est une première. On aura d'autres occasions, surtout avec les résultats qui sont attendus de ce colloque international sur l'avenir de la recherche en Afrique. Nous avons discuté des enjeux. Certainement, les conclusions seront attendues. Merci beaucoup, Bayoumar. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, dimanche, nous avons consacré l'émission à ce colloque international de Global Africa sur la recherche. Où en est-on? Vous avez suivi les explications du recteur de l'UGB, Ousmane Thiaré, qui est un professeur titulaire d'informatique, membre de l'Académie des sciences du Sénégal. C'était pour échanger autour des défis et enjeux de la recherche. Également, un grand bravo à l'équipe technique, Aline Badassosé, Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.